Le cancer du col, il est très fréquent. C'est le deuxième après le cancer du sein. L'épithélioma pavimenteux est retrouvé dans 85% des cas et le glandulaire, il est retrouvé dans 5% des cas. L'âge moyen des cancers invasifs se situe autour de 45-55. L'incidence augmente avec l'âge, il est rare chez la femme jeune, mais il y a une recrudescence, ça a été assigné, c'est chez les moins de 35 ans. Incidence et mortalité. En mois de développement, regardez, ce qui est en blanc, c'est l'incidence, et ce qui est en couleur bleue, c'est la mortalité. Dans le pays industrialisé, l'incidence, elle est beaucoup moins par rapport aux pays en voie de développement, et aussi la mortalité qui est très réduite. Alors, quels sont les facteurs de risque pour le cancer du col? Alors, il y avait beaucoup de dire concernant les facteurs de risque, mais actuellement, c'est clair, l'infection de la muqueuse du col par le papillomavirus, c'est le seul élément qui est responsable du cancer du col. Il n'y a pas autre chose. Mais bien sûr, il y a des facteurs qui favorisent la dissémination et d'autres non. Donc, l'infection de la muqueuse par certains types de papillomavirus, le 16, le 18, le 30 et le 33, qui sont transmis par voie sexuelle, bien sûr, constituent un facteur de risque majeur du cancer du col. La précocité des rapports sexuels, cela dû au fait de l'immaturité épithéliale de la jonction pavimento-cylindrique du col, la multiplicité des partenaires sexuels et les autres infections virales, surtout l'herpès. Alors, pour ce qui est de l'anapathe, le cancer se développe au niveau de la jonction cylindro-malpighienne, caractérisée par une désorganisation architecturale et une prolifération des cellules atypiques plus ou moins différenciées. Il commence par des modifications mineures, c'est le CN1 qui va progresser vers le 2 puis vers le 3. C'est la dysplasie sévère et le carcinome in situ. Cette évolution, elle n'est pas toujours progressive. La lésion peut dans certains cas persister ou régresser. L'agression, elle est beaucoup plus fréquente dans les lésions de bas grade, on va voir ça tout à l'heure, 50% des cas. Les risques de progression et d'évolution vers l'invasion augmentent avec la sévérité des anomalies. Dans le carcinome micro-invasif, là aussi, il y a une histoire d'invasion du stroma et franchissement de la membrane basale, qui est quelque chose de stable en matière d'oncologie. Une rupture de la membrane basale et une invasion du stroma par les cellules malpighiennes. Regardez, le potentiel métastatique de la lésion, augmente avec l'étendue de la lésion, la profondeur et l'envahissement des espaces vasculaires et lymphatiques. Pratiquement la même chose que ce qui a été dit dans le cancer du sein. Dans le cancer micro-invasif 1 à 1, avec une profondeur d'invasion inférieure à 3 mm, le risque d'envahissement ganglionnaire il est nul. Dans le micro-invasif, dans l'envahissement il est inférieur, l'invasion inférieure à 3 mm, le risque d'envahissement ganglionnaire il est nul. Dans les cancers toujours micro-invasifs, 1 à 2 avec une extension entre 3 et 5 mm de profondeur, regardez, différence de 2 mm, fait augmenter le risque d'atteinte ganglionnaire jusqu'à 8%. L'extension locale, la tumeur dépasse le col et envahit de proche en proche le paramètre proximal, puis distal jusqu'à la paroi pelvienne. L'extension du vagin, elle se fait par une propagation directe. L'extension de l'endomètre à partir de l'adénocarcinome endocervical. Et l'extension aux organes du voisinage se fait surtout vers la vessie en avant et le rectum en arrière. À distance, il y a des envahissements des ganglions des paramètres. Les métastases lymphatiques sont précoces et constituent la voie d'extension la plus importante du cancer du col. Et les métastases, au vrai sens du mot, sont rares à distance. Elles se font par voie sanguine. Le plus souvent, c'est le foie et le poumon qui sont atteints, rarement l'os et le cerveau. Pour ce qui est du diagnostic, les lésions pré-invasives, elles sont asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes concernant les lésions pré-invasives comme tous les autres cancers. Mais elles sont dépistées par le frottis cervico-utérin. Le frottis dépiste et le diagnostic, il va se reposer sur la colposcopie.
ou la conisation diagnostique. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des cancers invasifs, les signes les plus habituels, c'est des métrorragies provoquées. Métrorragies provoquées, soit par les rapports sexuels, soit par la toilette intime quotidienne de la femme. Plus le stade avance, plus on aura d'autres lésions ou d'autres symptômes, par exemple les leucorrhées purulentes, malodorantes, striées de sang. Les douleurs pelviennes et les troubles urinaires ou rectaux ne se voient que dans les formes très avancées. Alors, l'examen clinique, l'aspect, il est variable. Pour ce qui est du cancer, il peut se présenter sous une forme de large ulcération à barres irréguliers, signaux au contact, c'est-à-dire une perte de substance. Il peut se présenter sous forme végétante exubérante, comme un chou-fleur qui déforme l'aspect externe du col. Le diagnostic, là, il ne peut être affirmé que par la biopsie. Dans certains cas, les lésions sont endocervicales, qui ne sont pas accessibles à l'examen gynécologique. Mais qu'on peut détecter ça grâce au toucher vaginal où on note une induration ou une déformation du col. Le toucher, il est toujours utile pour examiner les paramètres, les ligaments utérosacrés, avec quoi on peut aussi utiliser un toucher rectal. Le bilan d'extension du cancer du col. D'abord, un examen clinique qui va préciser la taille de la tumeur, le volume de l'utérus, l'extension probable au vagin, apprécier en faisant bouger par le toucher vaginal, en faisant bouger l'utérus pour voir s'il est mobile ou laissé fixé. On peut aussi vérifier s'il y a atteinte latérale des paramètres et des ligaments utérosacrés. Les autres examens complémentaires, on peut utiliser l'échographie pelvienne pour renseigner sur le volume tumoral cervical, l'extension aux paramètres, rechercher une pathologie utérine ou annexière associée. On peut aussi demander l'IRM qui va préciser, avec une précision assez conséquente, les dimensions et l'extension de la tumeur et l'envahissement aux organes de voisinage. On peut aussi utiliser l'échographie intraveineuse pour voir s'il y a atteinte latéralement des urtères et s'il y a une compression des urtères qui va engendrer une dilatation urétropie-localicienne. On va aussi utiliser les cystoscopies si la tumeur elle est antérieure pour voir si la vessie elle est touchée. Si la tumeur elle est postérieure, on demande une rectoscopie. On demande systématiquement une radiographie du poumon et une échographie abdominale à la recherche de métastases pulmonaires. Et bien sûr, un bilan sanguin à la recherche de toute anomalie, une anémie, une insuffisance rénale, une perturbation du bilan hépatique liée à des métastases. Voilà la classification. Ici, par exemple, il est très localisé et il commence à envahir de proche en proche le col utérin. Regardez, là, c'est le type stade 1. Le 2, regardez latéralement jusqu'à atteindre la paroi pelvienne. Là, c'est l'extension en bas vers le vagin. Et là aussi, extension avec envahissement des paramètres. Regardez, si l'atteinte, elle est antérieure, c'est-à-dire le col antérieur, donc c'est la vessie qui est la plus exposée. Là, il faut faire une cystoscopie. Si la tête, elle est postérieure, il faut voir. Alors, pour les cancers stade 1, B et 2 proximaux, qui sont inférieurs à 4 cm, il faut traiter par une chirurgie exclusive. Là aussi, c'est le traitement conservateur. Pourquoi on insiste? Parce qu'un traitement conservateur est synonyme de la conservation de pouvoir de conception de la femme. Imaginez une femme jeune chez qui on détecte un cancer du col. À chaque fois qu'il y a possibilité d'enlever le minimum, il faut le faire. Alors pour les femmes jeunes, désireuses bien sûr de grossesse, sinon ça ne sert à rien, il faut grignoter un petit peu ces indications pour pouvoir faire uniquement un geste conservateur qui est la conisation, plus ou moins associé à une radiothérapie. Chez les femmes qui ne sont pas désireuses de grossesse, on peut se contenter d'une hystérectomie radicale plus lymphadenectomie pelvienne avec conservation des ovaires. C'est le traitement le plus indiqué. Et bien sûr,
Le reste, ça va dépendre de l'atteinte ou pas des ganglions. Pour les cancers plus avancés, là, on ne peut rien faire là, parce que le pronostic vital, il est engagé. Là, il faut penser à indiquer une radiothérapie première toujours ou une cryothérapie 6 semaines avant la chirurgie pour réduire la taille tumorale et pour stériliser, on dit stériliser le lit tumoral, c'est-à-dire réduire la tumeur et la nettoyer tout autour pour qu'on puisse faire la chirurgie dans de très bonnes conditions. Un complément d'irradiation sera délivré en cas de cancer résiduel lorsqu'on n'arrive pas à faire le geste radical. Plus le stade avance et plus la chirurgie elle devient difficile et plus le traitement, on a besoin du traitement palliatif qui est surtout une radiothérapie, plus ou moins une cryothérapie qui sont proposées pour réduire cette ou stériliser ou éradiquer complètement la tumeur. Ça dépend de la sensibilité de cette tumeur à la radiothérapie qui varie d'une personne à une autre. Une irradiation lombo-aortique est réalisée en cas de métastase confirmée. Une chimiothérapie complémentaire ou concomitante. Maintenant, en matière de cancer du col, on fait chimio-radio concomitante. Alors, le rôle des produits de la chimio, c'est surtout rendre les cellules cancéreuses du col plus sensibles à la radiothérapie. Alors, le pronostic du cancer du col, il est lié au stade, la taille de la tumeur et de l'envahissement ganglionnaire. La survie à 5 ans, elle varie de 99% stade 1A à 10% au stade 4. L'intérêt du diagnostic précoce et surtout du dépistage. La surveillance du traitement ou de la patiente permet de dépister précocement les récidives locorégionales, les métastases et les complications du traitement. Les patientes seront revues tous les 3 mois au cours de la première année, tous les 6 mois les 2 années suivantes, puis tous les ans. La surveillance comporte un examen clinique avec un prélèvement frottis-vaginal, une échographie abdominale, une UV proposée à titre systématique 3 à 6 mois après l'intervention. Les autres examens d'imagerie, l'UV, le scanner et l'IRM, qui sont proposés au cas par cas en fonction des signes d'appel. Le plus important dans le cancer du col, c'est surtout le dépistage. Alors, pour ce qui est du dépistage, on a dit que divisé en 3 étapes. Le CN1, le 2 et le 3, qui a été auparavant appelé dysplasie légère, modérée, sévère, cancer in situ, cancer invasif. Alors, regardez le tissu normal qui évolue au fil du temps de la dysplasie, le cancer in situ et le cancer invasif, et voire même métastase. Ces modifications peuvent être moléculaires, génétiques et morphologiques. L'évolution de la dysplasie. La dysplasie, c'est une anomalie cellulaire qui va évoluer en fonction des facteurs environnementaux. On a parlé pour le cancer du sein, on a surtout parlé du climat hormonal. Et il y a aussi les facteurs immunitaires et génétiques. Si le système immunitaire il est assez développé, on peut voir une stabilité des lésions, voire même une régression. Si le système immunitaire il est défaillant, la dysplasie elle peut évoluer facilement vers le cancer. Alors, revenons au cancer in situ, cette fois-ci pour le cancer du col. C'est la même chose, c'est une prolifération cellulaire épithéliale cancéreuse qui ne franchit pas la membrane basale de l'épithélium. Regardez ici, la membrane basale. Là, c'est un tissu normal. La dysplasie, regardez, est un carcinome in situ. Vous voyez que la membrane basale, elle est respectée. Et ça, ce n'est que l'anapathe qui va nous confirmer ça. On ne peut pas le faire par n'importe quel examen. Une fois cette membrane basale rompue, on passe à l'étape du cancer invasif. Et qui dit invasion, dit possibilité de métastases à distance, création de foyers néoplasiques situés à distance de la tumeur initiale, de même nature, il faut que ce soit de même nature que celle qui a été sa tumeur primitive. L'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus. Regardez la première infection HPV. C'est très important ça. Première, c'est-à-dire le premier contact de la femme avec l'HPV, Human Papillomavirus. Il y a possibilité en 1 an que ça passe. C'est une infection transitoire, 85%.
Donc, la femme, elle a eu le contact avec l'HPV et elle a développé une immunité et elle a guéri complètement. Ça concerne 85% des personnes. Mais ça reste 15%. L'infection, elle va persister. Et en 2 à 5 ans, ça va donner une dysplasie de bas grade. De bas grade. Regardez, j'ai dit 2 à 5 ans et là, j'ai mis une flèche dans le deux sens. C'est-à-dire cette dysplasie de bas grade peut redevenir juste une petite infection, c'est-à-dire CN1. Comme elle peut évoluer en 4 à 5 ans en une dysplasie de haut grade, high, low. Cette dysplasie de haut grade, elle peut aussi redevenir une dysplasie de bas grade. Ça, c'est une évolution naturelle. J'ai mis histoire naturelle, c'est-à-dire sans aucune intervention de qui que ce soit. Alors, la dysplasie de haut grade, elle peut évoluer, rétrograder vers une dysplasie de bas grade, mais elle peut aussi évoluer vers un cancer invasif en 9 à 15 ans. Alors, si on additionne les deux de 5 ans, 4, 9 ans, vous voyez que pour une durée de minimum de 15 ans, une dysplasie de bas grade peut donner un cancer. Vous voyez que le dépistage, si il est bien fait, peut régler pas mal de problèmes. Alors, un peu d'histoire, je ne vais pas tarder. En 1927, Papa Nicolau qui a diagnostiqué et a fait le diagnostic et la cytologie du col. Les premiers frottis sont faits en 1940 et ça a été généralisé à partir de 1950. En 1975, ils ont mis un lien, ils ont établi un lien entre le papillomavirus et le cancer. En 1980, ils ont pu établir les différents génotypes, le haut risque qui est le 16-18 et le bas risque 6-11. En 1999, l'ADN HPV a été retrouvé dans 99,7% du cancer du col. Et en 2005, ils ont démontré l'efficacité du vaccin en prévention des lésions précancéreuses. Alors, l'HPV, c'est un virus qui se transmet par contact sexuel, quelle que soit sa forme. 80%, on a dit qu'ils sont infectés au moins une fois dans leur vie. Le plus souvent, le virus disparaît, mais il reste dans une dizaine de pourcents chez les femmes infectées. Il peut persister et provoquer des lésions susceptibles d'évoluer vers un cancer. Il faut savoir qu'il existe différents types, c'est comme la grippe, différents types de virus HPV. 13 d'entre eux sont cancérigènes. Parmi eux figurent le 16, le 18 qui sont impliqués dans 70% du cancer du col. Voilà l'aspect du... Le frottis. Alors la flaque, on dit frottis dépiste, la colposcopie localise et la biopsie fait le diagnostic. Juste pour dire que ce n'est pas le frottis qui fait le diagnostic, le frottis, il signale. La réponse est les 4 cols sont sains. Celui du bas à droite, c'est le col d'une femme ménopausée. C'est pour ça que vous voyez un col punctiforme. Celui du bas à gauche, c'est l'ectropion. C'est l'éversion de la muqueuse. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'endocole qui est éversé en doigt de gant, qui s'est étendu un petit peu vers l'extérieur. Celui du haut, à gauche, c'est celui du col du nullipare. Vous voyez la couleur, l'aspect change d'une personne à une autre. Les moyens pour faire le dépistage, c'est tout ça. La brosse et l'écouvillon. Alors, quelle est la zone où on peut prélever? On ne prélève qu'au niveau de la zone de jonction entre l'épithélium malpigien de l'exocole et l'endocole, qui peut changer. Il y a l'ectropion. Le col qu'on a vu, celui du bas à gauche, regardez la muqueuse, alors qu'un col normal, la muqueuse, elle est à l'intérieur, c'est l'endocole. Et là, en fonction de la présence de cette zone de jonction, on choisit notre arsenal de prélèvements. Alors, 2 prélèvements, l'endocole et l'exocole. Un seul geste si on a le cervex brush. Position gynécologique, et on voit, voilà le col, et soit avec un écouvillon pour enlever la glaire et les sécrétions, et on introduit ce dispositif à l'intérieur du col, et on va faire tourner 360 degrés. Et cette raclette, elle va enlever toutes les cellules qui se retrouvent sur le col. Si
la zone de jonction, elle n'est pas très visible, on peut utiliser cette brosse qui va ramener des cellules de l'intérieur. Sinon, actuellement, c'est le microbrush Hadi qui permet d'enlever, parce qu'elle a des prolongements à l'intérieur, qui va enlever les cellules de l'endocole et de l'exocole. Regardez, on introduit cette languette à l'intérieur. Regardez, la zone de jonction, elle est là. Et on va faire tourner cette brosse qui va faire comme un frottoir, racler tout ce qu'il y a comme cellules dans cette zone. Sinon, si la zone elle est beaucoup loin, on va essayer un écouvillon ou un cytobrush pour ramener les cellules au niveau de cette zone. Et on va étaler. On va étaler d'une façon simple, dans un seul sens. Tout ça, pourquoi ne pas rechercher tout simplement l'HPV? Tout simplement parce que la recherche de l'HPV, elle est beaucoup plus coûteuse. Et on a dit tout à l'heure qu'il revient en matière de santé publique, il revient beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'on préfère le frottis à l'HPV. Dans les pays qui sont d'un niveau de santé publique élevé, ils ont introduit l'HPV comme un moyen de dépistage primaire, c'est-à-dire en première intention. Les dépistages combinés, le frottis et l'HPV, il a une sensibilité à 100%, mais le coût, il revient beaucoup plus élevé. Quelles sont les recommandations de l'HES, l'autre autorité de santé? Il faut que le frottis soit réalisé de 25 à 65 ans. Mais le règlement, le frottis doit être fait au maximum 2 ans après le premier rapport sexuel ou tout de suite après pour avoir une référence. Bien sûr, tout de suite après, vous allez me dire qu'il n'y a pas eu cette évolution. C'est pour ça qu'ils disent qu'à partir de 2 ans après le premier rapport. Alors, sinon, un frottis de 25 à 65 ans, ça c'est le dépistage de masse. Je ne parle pas de dépistage individuel qui devrait se faire après le premier rapport, soit immédiatement, soit tous les 2 ans. Mais le dépistage de masse, il doit se faire entre 25 et 65 ans. Tous les 3 ans après 2 frottis annuels normaux, c'est-à-dire dire le frottis, le gelé normal. J'attends une année, dire le deuxième frottis, le normal. À partir de 2 frottis normaux, je passe au rythme tous les 3 ans. S'il y a interruption de 5 ans et plus, on revient au système frottis chaque an, puis tous les 2 ans, puis triannuel. Il peut être le dépistage de masse, le sein, on a 75 ans, pour le col, on a 65 ans. Chez les patientes sans passé cytologique anormal. Si elle a eu de CN, il faut continuer à faire ça. Alors, la colposcopie, c'est quoi? C'est juste un microscope qui permet de zoomer. C'est le zoom qui permet d'agrandir les images et ça va nous permettre de voir avec une netteté précise l'aspect externe de la muqueuse épithéliale du col. Bien sûr, on s'arme de spéculum jetable et une série de sérums physiologiques, de l'acide acétique à 3%, 5% et de l'igone. Bien sûr, avec des petites cotons. Il s'agit d'un examen visuel du col utérin à l'aide d'une loupe grossissante. Il est effectué lors d'une consultation gynécologique. Le but de la colposcopie, c'est de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une lésion du col suspectée par le frottis. Frottis anormal, automatiquement, tu poses l'indication à la colposcopie. Frottis anormal, colposcopie. Et grâce à la colposcopie, c'est-à-dire comme une fibroscopie gastrique, on va faire notre biopsie. Sans colposcopie, on ne peut pas faire la biopsie parce qu'on a besoin d'une fixation visuelle. On a besoin de la colposcopie pour accéder à la lésion tumorale. Alors, l'examen colposcopique, il se fait en 3 temps. Un examen direct sans préparation, puis un deuxième examen après application de 2 colorants, l'acide acétique et le lugol, qui va réagir sur des cellules anormales en changeant de couleur. Alors, l'acide acétique, il va colorer en blanc, il va coaguler les protéines sur les cellules anormales. Les cellules anormales sont très riches en protéines. Donc, en mettant de l'acide acétique, ça va colorer les cellules des taches blanches. Le ligol, par contre, il va colorer en brun les cellules normales qui sont riches en glycogène et il ne va pas imprégner les autres cellules anormales. Regardez ça. Examen sans préparation sur le 1. On va mettre l'acide acétique à 3 à 5%. Regardez,
Ça, ce qui est en blanc, c'est des cellules anormales. Et le Lugol, tout ce qui est en brun, c'est un tissu normal. Tout ce qui est en couleur moins foncée, c'est une zone anormale. Et automatiquement, je vais prendre ma pince et je vais prendre des biopsies dans des zones différentes, par exemple ici, 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 ici. Et je vais envoyer mes prélèvements au niveau de l'anapathe grâce à cette pince de biopsie et l'anapathe, il va me donner tous les détails concernant les prélèvements. Alors, là, c'est l'ectropion. Regardez, lorsqu'on met de l'acide acétique, il va colorer en blanc les protéines. Et là, lorsqu'on voit ça, c'est catastrophique. On a l'impression devant une tumeur du col. Mais non, ça s'est coloré en blanc parce qu'on est devant des cellules glandulaires qui ne devraient pas avoir leur place ici. Si on fait un grossissement, on va voir clairement que ce n'est pas des cellules tumorales, c'est des glandes de l'endocole. Alors, la prise en charge après le dépistage. L'objectif du traitement, c'est l'éradication. C'est la même chose, c'est le même principe que pour l'oncologie, c'est enlever complètement la lésion. Et ça a une aide importante concernant le bilan lésionnel préthérapeutique. On a besoin de connaître la nature de la tumeur et son étendue pour pouvoir la traiter. Et bien sûr, c'est maintenant le hic de tout chirurgien, essayer de faire un traitement le plus conservateur possible pour préserver l'intégrité de la fonction cervicale, particulièrement intéressant pour les femmes jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire devant un ascus et un ascas? Une anomalie cytologique la plus fréquente peut correspondre à tout type histologique. Le plus souvent, le col est normal. Devant un ascus, l'anapathe, c'est un col normal. Ou ça aussi être des lésions de bas grade dans 20 à 50% des cas, c'est-à-dire un CN2, ou 3 dans 5 à 10% du cas. Mais le cancer invasif, il est exceptionnel. C'est à surveiller toujours parce que la sensibilité, elle est moindre par rapport à la biopsie. Pour le H, high, ils sont rares, inférieurs à 10%. Ça peut être des CN2 ou 3 dans 40% des cas et un cancer invasif exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est la vaporisation au laser. On détruit ces cellules au laser et on vérifie le diamètre et l'étendue de la profondeur. À la place du laser, je pense que vous connaissez tous la conisation, c'est enlever du col une pièce opératoire. Ce que vous voyez ici, ça c'est le col. Là, c'est un fil pour montrer que c'est midi, c'est-à-dire la partie supérieure du col. Et on va avec un biopsie, généralement biopsie froid. On enlève le tour et on va adresser la pièce opératoire avec des mesures à l'anapathe. L'anapathe, il va confirmer qu'il y a eu la totalité de la lésion, la précancéreuse. Il y a des tissus sains tout autour. Généralement, c'est à partir de 5 mm qu'on peut être sûr qu'on a fait le bon geste. Il va confirmer ou infirmer la totalité du geste. Là, il va nous dire que la totalité de la lésion, elle a été enlevée et le geste opératoire va s'arrêter là. Et ça va permettre à cette femme d'avoir d'autres grossesses. Bien sûr, après avoir terminé avec sa conception, elle est libre de décider d'enlever la totalité de l'utérus ou de le rester parce que le risque, il est toujours présent. Cela aussi, c'est l'électroconisation, c'est comme du bistouri électrique, c'est avec cet arc, on va introduire au niveau du col et on va couper la zone et on va enlever en un seul temps. Alors, la prévention. On a dit que la prévention, c'est en faisant le prélèvement, c'est-à-dire le frottis. Et là, on s'arrêtait là, c'est-à-dire on surveillait la femme. On a la preuve qu'il y a les koilocytes, c'est-à-dire les cellules infectées par l'HPV, les cellules du col utérin infectées par l'HPV. Et là, on ne va pas alarmer parce qu'on sait très bien que cette infection, elle peut disparaître. Même devant une dysplasie de bas grade, même devant une dysplasie de haut grade, ça peut évoluer dans le sens inverse. Donc là, il faut s'armer de quoi? De surveillance. Le temps que cette femme est
terminer son désir de grossesse. Donc, là, on va agir au niveau de cette zone pour empêcher ces lésions de passer vers le cancer invasif. Mais grâce à la vaccination, la prévention, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de vaccination? On a le vaccin, le Gardasil, le tétravalent, le 6, le 11, le 16 et le 18. Et on a le Cervarix, le 16 et le 18. Voilà les deux vaccins qui permettent de réduire le risque de cancer du col, de lésions prédysplasiques et même la présence de verrues. Et ça permet d'éviter le cancer du col chez ces femmes-là. Regardez par exemple les recommandations dans les pays européens, l'âge de vaccin et possibilité de rattrapage. C'est toujours l'âge scolaire pour pouvoir couvrir le maximum possible de filles et éviter les cancers.